cette Constitution, elle prévoit toute une série de contraintes qui pèsent sur le président de la République. Par exemple, l'article, il y a ce qu'on appelle au début le préambule dans le... Oui, vous relevez de cette 13 Constitution. violations. Voilà. C'est ça. Il y a par exemple l'idée que c'est une république sociale et que la nation doit garantir à tous, je lis l'article 11 du préambule de la Constitution de 46 qui fait expressément mention dans la Constitution actuelle, et donc que le Conseil constitutionnel considère comme faisant partie des obligations constitutionnelles, la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc, on pourrait citer de très nombreux articles, comme par exemple le fait qu'il est responsable de l'unité nationale, le fait également, l'article 4 pose que les partis politiques en France doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Eh bien, moi, j'ai fait un dossier, qui est un gros dossier, qui est ici, qui fait 20 pages, très précis, où je montre 13 violations de la Constitution par le président de la République. Bon. Et il y a effectivement, vous le citez, un article, qui est l'article 68, qui précise que le président de la République peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Alors, pour faire cet article, pour faire la destitution, il faut, c'est toute une procédure. Oui, parce que c'est très lourd, on va le rappeler. Ça donc n'est pas. Alors, position de destitution doit passer donc par une procédure donc longue. 58 signatures de députés sont nécessaires pour l'entamer. Voilà. Ou de jour, vous avez combien de signatures? Alors, il faut 58 députés ou bien 35 sénateurs. Et nous avons donc sollicité beaucoup de Français qui soient adhérents ou sympathisants ou des Gilets jaunes. D'ailleurs, il y a aussi des adhérents de l'UPR qui sont des Gilets jaunes. Tout le monde peut être Gilets jaunes, finalement. Ont sollicité leurs députés et leurs sénateurs. On a des réponses, excusez-moi, qui sont hallucinantes. On a des sénateurs qui répondent « Je ne peux pas parce que ça n'est pas dans mon pouvoir ». Ils n'ont pas lu, ils ne connaissent pas la Constitution, vous vous rendez compte ? Puisque l'article 68 précise la proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement. En même temps, ils font partie de mouvements politiques non mais attendez, obéir. C'est quand même très grave. Qui disent qu'ils ne veulent pas, d'accord, mais qui disent qu'ils n'en ont pas le droit, qu'ils n'en ont pas la possibilité, c'est pas possible. On voit des députés qui nous expliquent que ça n'a jamais été fait, c'est pas vrai, c'est impossible à lancer. Tiens donc, voici la procédure de destitution qui a été lancée par 79 députés, les Républicains, par Christian Jacob et par Pierre Lelouch, en novembre 2016, contre François Hollande. Ça faisait 2 pages. Regardez et comparez. 2 pages, tout simplement parce que monsieur François Hollande avait, dans un livre, vous savez, un président ne doit pas dire ça, il avait livré un secret de défense. C'était certainement pas bien, je suis d'accord. Mais enfin, le truc avait été retoqué parce que on était en campagne présidentielle déjà, ça ne marchait pas. Nous, on a un dossier beaucoup plus étoffé, et pour l'instant, il y a eu un seul député, M. Marlin, qui est rattaché au groupe Les Républicains, qui n'a donné son accord pour lancer ça. Alors, on a des choses qui sont incroyables. Où est passée l'opposition ? La France Insoumise a déposé une motion de censure contre Philippe. Pourquoi ne veulent-ils pas déposer ce qui est l'équivalent d'une motion de censure contre Macron ? Ce que vous dites. Il y a eu 70 personnes qui ont voté la motion de censure contre Édouard Philippe. Elle a donc été retoquée. Et il y a le Front National, il y a M. Dupont-Aignan, je crois, il y a la gauche, les communistes, et il y a France Insoumise qui ont lancé ça. Pourquoi refusent-ils de lancer la procédure de destitution? Alors la réponse, c'est de dire « Oui, mais ça n'arrivera jamais, ça ne marchera pas. » Et la motion de censure, elle est arrivée ? Non. Et puis, quand l'opposition, quand elle dépose des amendements, ils ne sont pas adoptés. Pourquoi le font-ils ? J'insiste ici sur le fait que s'il y avait, et on peut très bien trouver, 70, 80, les députés, les Républicains, le Front National, la France Insoumise, les communistes, si on avait 150 députés qui lançaient cette procédure avec tous ces articles qui sont ici violés, alors il y en a qui sont plus ou moins convaincants, je suis d'accord, mais il y en a qui sont absolument irréfutables, qu'est-ce qui se passerait ? Il se passerait que toute la presse nationale et internationale serait obligé de relayer ce document que pour l'instant on ne trouve que sur notre site upr.fr en téléchargement. Et donc d'un seul coup, M. Macron serait sous la pression nationale et internationale de répondre. Et permettez-moi de conclure. Cette procédure de destitution, elle existe dans d'autres pays, elle a fonctionné dans d'autres pays. Il y a des précédents ? Je vais prendre l'exemple du Brésil. Au Brésil,
en 2015, il y a eu exactement l'équivalent des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à travers tout le Brésil, tous les samedis, la population brésilienne défilait. Ça a duré 1 an et demi. Et dans les premiers temps, les députés et les sénateurs ont dit non, on ne peut pas lancer la procédure de destitution contre la présidente Dilma Rousseff. Mais finalement, il y avait une telle situation de blocage qu'ils ont été obligés de la lancer. Et comme Mme Rousseff avait violé la Constitution sur des questions de loi de finances, elle a été destituée. Je ne vois pas pourquoi lancer la procédure de destitution serait impossible. Ça obligerait au contraire M. Macron à faire ce qu'il ne veut pas, c'est à rendre compte aux Français de ses actions. Arthur de Vatrigan, là correct. Revenir sur ce que vous avez évoqué, la procédure de destitution qui a été lancée par Christian Jacob en 2016 pour François Hollande. Là, pour le coup, c'était pour divulgation de secret d'État. Dans vos 13 violations que vous expliquez, que vous avez mis dans votre programme, dans votre document, je vois pas une violation aussi grave que cette divulgation de secret d'État. Et j'en vois même qui me surprennent un peu. Alors vous avez dit qu'il y en a qui sont plus ou moins convaincants. Moi, je vous en citer quelques-uns que vous avez listés. La paupérisation, la précarisation de pans entiers de sociétés françaises, la destruction de programmés de milliers de communes françaises, une politique visant à éroder constamment notre indépendance nationale et dissoudre la France dans une Europe fédérale. Ça, c'était le programme annoncé de Macron et c'est sur ce programme qu'il a été élu. On est sur un plan qui est politique. Alors, d'abord... C'est vrai, si elle est techniquement réalisable, est-ce que politiquement elle est réalisable ? Non. Vous passez un petit peu vite sur les articles en question. La destruction des communes de France n'a jamais été présentée aux Français. La preuve, c'est que d'ailleurs, ils sont tous vent debout. Regardez d'ailleurs pour le grand débat national, l'Association des maires de France a fait un bras d'honneur à M. Macron, ne veut pas y participer. D'ailleurs, Macron, qui est un lâche, avait dit, et un menteur, avait dit qu'il allait tous les ans au congrès de l'AMF. Il a pris la poudre d'escampette. La dernière fois, il n'y est pas allé. Il a envoyé Philippe... donc ça veut dire que jamais on a dit aux Français, jamais ils n'ont approuvé l'idée que l'on détruise, que l'on diminue de façon drastique le nombre de communes de France. Ça n'est pas vrai. Vous avez cité... Puisqu'on peut entrer dans le détail. J'ai cité tout à l'heure, il y a un article, l'article 4 de la Constitution, les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Il y a un député, En Marche, et pas des moindres, c'est un porte-parole, qui s'appelle Aurélien Taché, qui a dit sur C8 devant des dizaines de milliers de téléspectateurs, le programme de En Marche pour les élections européennes, c'est de transférer une grande partie de la souveraineté nationale à l'Europe. Alors, les mots n'ont pas, soit les mots n'ont pas de sens, soit, si les mots ont un sens, ça veut dire que En Marche est un parti anticonstitutionnel. Et donc, M. Macron, et puis c'est pas rien En Marche, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, et c'est le parti du président de la République. Normalement, M. Macron, qui est chargé par la Constitution, article 5, de veiller au respect de la Constitution, aurait donc dû demander à Édouard Philippe de préparer un décret de dissolution de En Marche en Conseil des ministres pour parti anticonstitutionnel. Il ne l'a pas fait, donc il viole la Constitution. Mais il va y avoir une élection européenne et vous dites que ce député Aurélien Taché a annoncé la couleur, a annoncé le programme en disant ça. Laissons l'élection européenne se dérouler pour voir si les Français sont d'accord pour donner la souveraineté à l'Europe. Non mais il l'a annoncé. La Constitution dit les partis politiques doivent respecter. C'est-à-dire que ceux qui ne le font pas sont interdits. Sinon, ça veut dire quoi la Constitution ? D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire la Constitution en fait ? Quand on dit la France est une république sociale, quand on dit la France est une république sociale, ça veut dire quoi ? Quand on lit le préambule, lorsqu'on dit que le président de la République doit veiller au respect des traités, lorsqu'il balance des missiles sur la Syrie, c'est contraire au droit international, il n'a pas eu le feu vert du Conseil de sécurité. Et quand les services français disent qu'il y a eu des armes chimiques qui ont été utilisées par les Syriens qui sont interdits dans ces traités-là, ça veut dire qu'on ne peut pas ? Les services français disent qu'après l'intervention en Syrie, les services français disent qu'il y a eu utilisation des armes chimiques. Oui, mais ça, d'abord... C'est pour ça qu'il y a eu intervention sur des zones bien précises. Selon vous, donc ça veut dire qu'on peut pas. Excusez-moi, mais d'abord, cette affaire-là, il y aurait beaucoup à dire, puisque c'est des informations qui ont été balancées sur le moment et qui n'ont pas été confirmées. On pourrait en parler longuement. Vous ne croyez pas les services français ? Je ne sais pas. C'est les services français qui disent ça. Oui, mais non, qui ont dit, mais est-ce qu'ils le disent toujours ? Je n'en sais rien. Mais ils l'ont dit à ce moment-là, donc c'est-à-dire qu'ils mentent. Oui, mais ils l'ont dit à ce moment-là. Moi, j'avais été interviewé, je sais, sur France Info ce jour-là. On m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de l'attaque de Khan Cheikhoun ? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas. C'est vous qui me donnez l'information. Mais les services français disent qu'il y a eu ça. Oui, et d'accord. Mais c'était. Donc on ne croit pas nos services. Pourquoi je le croirais sur qui me vous allez croire plutôt Poutine ou vous allez croire d'autres qui vont dire c'est ça ? Ça n'est pas Poutine, c'est Monsieur Baptiste, le secrétaire d'État américain, le secrétaire à la Défense, qui a dit il y a quelques semaines, qui a dit qu'en effet il n'y avait pas eu d'utilisation. Donc vous croyez les Américains et pas les services français ? Écoutez,
De toute façon, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, on n'a pas le droit, en droit international, de se faire justice soi-même. Le droit international, il y a un traité que doit respecter le président de la République, qui est le traité de l'Organisation des Nations Unies. Il doit y avoir une décision qui doit être prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur Macron, sur ce sujet, a violé le droit international et doit donc violer la Constitution. Alors, si vous le voulez bien, avant de revenir à l'international, peut-être, on va revenir à ce mouvement donc national des Gilets jaunes qui symbolise donc l'éclatement de la colère et du ras-le-bol d'une partie des Français. François Asselineau, vous l'aviez vu venir, ce mouvement colère ? Oui, alors je ne l'avais pas vu venir là spontanément. Vous pensiez qu'une telle ampleur était possible ou vous avez été le premier étonné ? Non, je ne suis pas le premier étonné, j'ai toujours pensé. D'ailleurs, j'ai créé un mouvement politique, vous l'avez aimablement rappelé, voilà bientôt 12 ans, pour expliquer aux Français que de toute façon, l'affaire va exploser. Puisque de toute façon, Monsieur Macron, par exemple, n'a aucun pouvoir comme ses prédécesseurs. Il va écrire une lettre demain. Oui, le débat national va avoir lieu à partir de mardi. La seule lettre qui intéresserait les Français, c'est sa lettre de démission. Voilà. Bon, et il va encore nous faire un truc. Si vous voulez, 90% des gens ne vont pas lire ça. C'est de l'enfumage et du pipotage. C'est comme ses vœux. Les vœux où il a osé parler de vérité, de vérité et d'espoir. Non. Le problème de Macron, si vous voulez, c'est qu'il est un peu comme un acteur de théâtre, mettons un grand acteur comme Michel Bouquet, par exemple, sauf qu'il n'a pas le talent de Michel Bouquet. Michel Bouquet jouant l'avare à la Comédie Française. Et puis le public en a marre de cette pièce et voudrait que Michel Bouquet récite autre chose, mais il ne peut pas changer le texte. Le problème de Macron, c'est qu'il ne peut pas changer des politiques qui sont décidées depuis belle lurette par les traités européens, par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN depuis Washington. Et donc, lui, Macron, comme d'ailleurs toute la sphère politique française, c'est pour ça qu'elle est complètement déconsidérée, au lieu d'appliquer la Constitution qui dit que, c'est l'article 2 de la Constitution, le principe de la République, c'est des gouvernements du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est-à-dire que normalement un président de la République devrait, en conscience, en bonne foi, être le père de la nation, se dire qu'est-ce que veut vraiment le peuple français. C'est pas du tout ça qu'ils ont à l'esprit. Toute la classe politique se pose comme question, quelle manipulation vais-je pouvoir trouver, quelle manœuvre d'intimidation, quelle opération de com est-ce que je vais pouvoir trouver pour imposer au peuple français une politique qui est contraire à ses intérêts et dont il ne veut pas. Nicolas Vidal. Parlons de souveraineté, François Asselineau, c'est un sujet qui vous tient à cœur. On voit de plus en plus depuis quelques semaines que dans le mouvement des Gilets jaunes, il commence à s'afficher le Frexit. Voilà. Première question, est-ce que vous avez vu, vous, ce lien qui allait apparaître effectivement chez les Gilets jaunes, cette demande de reprise en main de souveraineté? Est-ce que vous l'avez venir? Est-ce que ça vous paraît logique? Et deuxième question, on élargit concernant les européennes. Est-ce que vous pensez qu'il est intéressant, qu'il est pertinent pour le mouvement des Gilets jaunes de présenter une liste aux européennes en mai prochain? Est-ce que ça vous semble valable Alors, sachant qu'ils ne veulent pas être représentés officiellement. Alors, c'est cette question de la souveraineté et des Gilets jaunes, parce que je pense que c'est un axe central. Alors, s'agissant de la souveraineté, je crois que tout le monde sera d'accord sur le fait que, même mes pires adversaires ne peuvent pas reconnaître que je n'ai pas vu l'affaire venir. Pourquoi ça? C'est pas que je suis un devin. Moi, je suis pas sorti de la cuisse de Jupiter. Je suis un Français. J'ai bien travaillé quand j'étais petit. J'ai fait des études difficiles, etc. Je suis arrivé, vous l'avez dit, dans les cercles du pouvoir. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans les cabinets ministériels? Et j'ai accompagné Mitterrand en Corée, au Kazakhstan, comme Chirac à travers tout le monde entier. Donc j'ai vu deux grands dirigeants qui étaient de bords opposés. J'ai découvert, à ma grande stupéfaction, dans les années 90, qu'en réalité, même le président de la République n'avait plus de pouvoir. Tous les grands choix étaient fixés par d'autres. Et moi, quand je revoyais mes amis, j'ai des amis, j'ai de la famille, qui sont des Français comme tout le monde, j'ai été effaré par la différence qu'il y avait dans leur esprit entre ce qu'ils pensaient qu'était le pouvoir du président de la République et la réalité de la situation. Et c'est pour ça que j'ai créé l'UPR en 2016. J'ai jamais envisagé de faire un mouvement politique, mais j'ai constaté que tous les partis politiques en France, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout l'arc politique,
refuse de parler du sujet fondamental qui est celui de la souveraineté nationale. Et j'insiste sur le fait que le Front National, contrairement à une légende entretenue, maintenant la légende d'ailleurs est enterrée, puisque M. Mariani a rallié le Front National en disant qu'il ralliait le Front National parce que Mme Le Pen avait bien confirmé qu'elle ne sortirait jamais de l'UE. Le Front National, contrairement à une légende, dans toutes ses professions de foi, n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne. Et M. Chevènement ou M. Mélenchon, à l'autre bout de l'échiquier, non plus. Donc moi je me suis dit, c'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas un parti politique en France qui propose une option politique qui est de sortir de l'Union européenne parce que ça va finir par péter. Et c'est en train de péter. Ce mouvement des Gilets jaunes... J'ai une question sur ça. Est-ce que vous pensez que la non-réponse politique de l'exécutif fait aussi que cette Europe-là corsette le débat? Et c'est-à-dire que Emmanuel Macron aurait la Commission européenne derrière lui, face à lui le peuple, et que sa marge de manœuvre se réduirait. Est-ce que vous pensez que c'est valable? Mais Macron, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme un acteur qui joue la pièce l'avare de Molière, et le public dirait, j'en ai assez que vous soyez avare. Mais il peut pas, il joue une pièce, le texte est écrit. Monsieur Macron, en fait, il est entre le marteau et l'enclume. Il n'a aucune marge de manœuvre, et donc tout ce qu'il essaye de faire, c'est de gagner du temps et d'enfumer les gens. C'est comme le grand débat national. Est-ce que c'est dangereux, non? N'est-ce pas? C'est dangereux un peu cette situation. C'est pour ça. Comment vous voyez l'évolution de ce mouvement? Ce mouvement, beaucoup d'un regain de mobilisation hier. Surtout quand on va aller vers les beaux jours. Alors moi, je voudrais dire déjà plusieurs choses. D'abord, je me félicite que ça se soit bien passé. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation très substantielle de quelques journalistes qui ont été très vivement violentés. Ça, vous condamnez cela? Je condamne toutes les violences. Les violences qui sont faites effectivement contre les journalistes, contre les policiers. Les violences beaucoup plus graves qui sont faites contre les manifestants. Parce que je sache, on n'a pas vu encore beaucoup chez les forces de l'ordre. Je crois qu'il y a 15 personnes qui ont été éborgnées en France, 4 qui ont eu la main arrachée. On va en parler aussi du boxeur Christophe Pétinger aussi. Je suis pour la non-violence. Et moi, je me félicite je crois avoir vu que là, hier, il y avait des services d'ordre chez les Gilets jaunes pour éviter les violences. D'autant que les violences, on ne sait pas toujours qui en est à l'origine. Bon. Donc, il faut avoir un mouvement, à mon avis, un mouvement à la non-violence style Gandhi. Quand les beaux jours vont arriver, moi je pense que ça serait bien, par exemple, de faire des sit-ins, si vous voulez. Si vous avez l'ensemble des Champs-Élysées avec des gens qui sont assis pacifiquement, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut que les Français soient non-violents, mais fermes dans leurs résolutions, et que tous les samedis, ils continuent. On a un blocage. Et puis il faut, s'agissant de la violence, vous savez, je vais vous faire une petite référence historique. En 1815, le 24 mars 1815, c'était le début des 100 jours. Et les Français commençaient à se taper dessus entre les royalistes et les partisans de Napoléon. C'était trois mois avant Waterloo. Et le duc de Berry, qui était le deuxième fils de Charles X, ça arrive, je crois que c'était à Béthune, et les gens commençaient à se tirer dessus, et il dit « Soldats, ne tirez pas, nous sommes tous Français ». Donc il faudrait quand même que tout le monde... Les forces de l'ordre, ce sont des Français, comme les autres, qui ont aussi leurs problèmes de fin de mois, comme les Français. Donc arrêtons de nous taper dessus et examinons à fond les sujets. Et toute personne de bonne foi sera amenée à considérer que M. Macron, comme l'ensemble de la classe politique française, n'a pas la possibilité de changer cette politique parce qu'elle lui est dictée depuis le traité de Maastricht, point barre. François Asselineau, le président de l'UPR, est notre invité aujourd'hui dans Les Incorrectibles, en direct également sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à nous suivre en Facebook Live sur la page officielle de Sud Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On continuera de parler évidemment de cette actualité de Gilets jaunes et on vous demandera notamment de réagir aux récents propos de Luc Ferry qui ne partage pas, mais alors pas du tout, votre opinion. François Asselineau dans Les Incorrectibles, ça se poursuit dans un petit instant, à tout de suite. De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche avec notre invité, c'est François Asselineau. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR. Alors beaucoup de gens encore ne vous connaissent pas puisque je rappelle vous n'aviez fait que 0,92% des voix à la dernière présidentielle. Mais Étienne Chouard, devenu la coqueluche des Gilets jaunes et que nous avons reçu d'ailleurs ici il y a quelques semaines et qui débattra d'ailleurs avec Raphaël Enthoven, je le rappelle, un rendez-vous le 25 janvier, ce sera de 19h à 20h en direct. Eh bien parler de manière très élogieuse de vous malgré vos différences. Je vous propose de l'écouter, on fait réagir juste après. Asselineau est le meilleur connaisseur de loin que je connaisse de tous ces dossiers européens. Et le meilleur signe qu'il est extraordinairement subversif, c'est qu'il passe absolument pas à la télé et dans les journaux. Ils sont tellement incapables de lui résister. Vraiment, les journalistes, là, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, quoi. Ils sont incompétents. S'ils étaient compétents, ils prendraient Asselineau de front tous les jours pour voir un peu dossier par dossier s'ils sont capables. Le problème, c'est qu'ils sont incompétents et ils sont lâches. Vraiment, les journalistes de mon pays, c'est des fakes, quoi. Ils se sont fait acheter par les plus riches et
ça se voit qu'ils sont pas bons parce qu'ils sont pas capables de prendre Asselineau de front. C'est incroyable quand même qu'il n'y ait pas de tribune donnée à ce gars-là. Ce gars-là connaît les dossiers comme sa poche et on lui donne rien. On lui donne pas une minute de temps de parole. C'est scandaleux. Eh bien si, nous on vous donne du temps de parole, même 1 heure, et puis on va débattre avec vous. Alors d'abord, pourquoi j'ai voulu faire intervenir Étienne Chouard qui s'exprimait chez nos confrères de Spoutnik, c'est parce qu'il s'exprimait aussi, bien sûr, il est légitime sur la question du RIC, ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Alors vous êtes d'accord avec lui en dépit de vos différences, comme lui vous le soutenez, ce RIC? Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, Étienne Chouard, c'est un ami, je le connais. Il était venu d'ailleurs à l'université de l'UPR et je vous annonce que nous allons avoir un débat, lui et moi, qu'on enregistre le 24, parce qu'il est de passage à Paris le 24. Parce qu'il est chez nous le 25, face à Raphaël Enthoven. Absolument, c'est ce qu'il m'a dit. Et nous le diffuserons sur notre chaîne UPR TV que nous allons lancer, qui se porte très très bien. Donc je donne rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui veulent voir ce débat. Enfin, je pense que vous êtes plutôt d'accord sur cette question-là. Alors, moi, je suis d'accord avec on n'est pas sur le même créneau, ou plus exactement, on est complémentaires. Il est d'ultra-gauche, il le revendique. Ouais, oui. Vous n'êtes pas d'ultra-gauche. Non, je ne suis pas d'ultra-gauche. Vous savez, je ne suis pas non plus de droite. Moi, je suis un peu comme disait De Gaulle. C'est comme si je vous disais que vous préférez votre pied droit ou votre pied gauche. Vous avez besoin des deux. De Gaulle, c'était ça. On a besoin à la fois de la droite et de la gauche dans un pays. Dans tous les pays du monde, il faut des forces d'ordre un peu conservatrices, qui aiment la tradition. Et puis on a des forces qui aiment secouer le cocotier, qui aiment le progrès, etc. Ça a été théorisé. Voilà. Donc, lui, il est très, très à gauche. Moi, ce que j'aime chez Étienne Chouard, c'est que c'est un vrai penseur. Quelqu'un qui a une pensée intelligente, autonome, indépendante et qui se pose des vraies questions. Sur le RIC. Bon. En revanche, là où je suis différent de lui, c'est que moi, je suis un responsable politique qui veut gérer une urgence, parce que la France, en ce moment, est en train d'être détruite. Tous les Français sont en train, 98% des Français sont en train de s'appauvrir, et notamment la grande nouveauté, c'est que les classes moyennes maintenant sont en train de s'appauvrir, et ça découle directement, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, de notre appartenance à l'euro et de notre appartenance aux traités européens. Et moi, je trouve que de ce point de vue, Étienne Chouard est un petit peu trop théorique. Alors, le RIC, moi, dans mon programme, depuis 2011, il y a le principe du référendum d'initiative populaire. Donc, je ne peux être que d'accord. Là, le petit bémol que je mets par rapport à Étienne, c'est que Étienne Chouard, lui, jette le discrédit de façon générale sur la démocratie représentative, et il fait comme si on pouvait s'en passer. Or, on ne peut pas, honnêtement, raisonnablement, s'en passer. Voilà. Je voudrais dire, par exemple, on ne peut pas avoir les Français, le peuple français ne peut pas, comme aucun peuple du monde, ne peut pas voter toutes les lois. C'est absolument impossible. J'ai pris comme ça à la volée pour montrer un petit peu que les Français comprennent. Voilà des exemples de lois. La loi du 2 octobre 87, sur la coopération technique entre la France et la République de Guinée équatoriale. Est-ce qu'on va demander l'avis des Français là-dessus? La loi du 4 janvier 1988 sur un accord de non-double imposition entre la République française et la République populaire. Les grands sujets. La République populaire du Bangladesh. Vous pouvez même le faire sur des sujets encore plus simples, comme une déclaration de guerre. Est-ce qu'on va faire un référendum pour savoir si on engage une guerre? La loi de finances de 2018, il y a eu 119 rapporteurs, des dizaines de milliers de pages. Donc du point de vue simplement matériel, on ne peut pas faire un référendum, on ne peut pas faire que la loi soit décidée par les Français. De ce point de vue-là, je trouve qu'Étienne Chouard, qui fait trop souvent référence, à mon avis, à l'Athènes de Périclès, il y a en moins 500 avant Jésus-Christ, on est au 3e millénaire. À mon avis, il sous-estime la complexité, il sous-estime aussi le désintérêt des Français. Il y a aussi beaucoup de Français que ça n'intéresse pas de faire ça. Et donc, il y a un risque de biais. En revanche, là où je suis totalement d'accord, d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais proposé, c'est qu'il y a des grands sujets où tout un chacun peut avoir son opinion. Par exemple, on peut ne pas demander sur les projets de loi, mais par exemple, est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'il faut un impôt de solidarité sur la fortune? Ça, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Est-ce que vous pensez, oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, pour le pacte de Marrakech sur l'immigration? Il aurait fallu un référendum là-dessus, monsieur Asselineau, sur le pacte de Marrakech. Il aurait fallu un référendum. Moi, dans mon il aurait été souhaitable de l'avoir ou pas? D'abord, ce qu'il aurait fallu, c'est une autre violation de la Constitution de M. Macron, c'est qu'il y a un article, l'article 53 de la Constitution, qui impose que le président de la République aurait dû obtenir l'aval des parlementaires.
Bon, c'est un pacte qui est très très important, même si on nous dit que ça n'est pas juridiquement contraignant, sauf que ça c'est marqué. Il y a une phrase et puis tout le reste, ce sont les engagements. Et certains pays, ça sont des douanes absolument. Il y a plusieurs pays qui ont refusé de le signer, donc c'est intéressant. Il y a tout un dossier que j'ai mis en ligne. Pourquoi, enfin une vidéo que j'ai mise en ligne. Pourquoi est-ce que des pays n'ont pas voulu? Normalement, M. Macron n'a pas le droit tout seul. D'ailleurs, ça ne figurait pas dans son programme. Il n'a aucune légitimité pour faire ça. M. Macron n'avait pas le droit tout seul de décider de la signature du pacte de Marrakech. D'ailleurs, l'information est arrivée suite aux Gilets jaunes où l'information... Voilà. Alors moi, je rappelle que dans mon programme présidentiel de l'année dernière, mais qui a été complètement caché aux Français, puisque nous, ce que l'on voit actuellement, c'est beaucoup de gens qui appellent au siège de l'UPR, qui vont sur notre site internet, qui nous disent « Je découvre M. Asselineau ». Alors j'ai été candidat à l'élection présidentielle, et il y a énormément de gens qui n'ont même pas vu mon existence. Pourquoi? Parce que j'ai eu droit à 1% du temps de parole. Parfois c'était ostracisé par les médias publics. Par les médias publics, bien sûr. Par les chaînes info publiques. Sur les chaînes télévision. Et à quoi c'est dû aussi, deuxième question. Sur les chaînes, par exemple, depuis le premier tour de la présidentielle, ça va bientôt faire 2 ans, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Sur l'ensemble des chaînes, fait que 0,92%. Mais il y a des lois, mais il y a des lois en France. 0,92%, ça n'est pas 0,00%. Et je vois que M. Philippot, vous le dénoncez. M. Philippot, il est passé 12 fois sur les chaînes de télévision publique et moi 0. Il a fait quoi, M. Philippot? Il est incapable de se présenter à quelque élection que ce soit et aller regarder les scores qu'il fait sur Internet. Nous, notre chaîne de télévision UPR, on en est bientôt à 90 000 abonnés et la vidéo que j'ai faite sur le pacte de Marrakech, on en est à 500 000 vues. Monsieur Philippot, il en est à 5 000 vues. Donc il y a à l'évidence des choix qui sont faits par les médias et Étienne Chouard, que je remercie beaucoup parce qu'il a dit la vérité. La réalité, une fois j'ai vu un journaliste, un très grand journaliste, une interview très célèbre, qui m'a dit en aparté, vous savez pourquoi on ne vous invite pas? Je dis non. Il m'a dit parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. C'était quel journaliste? Non, je ne vais pas vous le dire. Mais Étienne Chouard a raison. Non, ça serait pas correct. Étienne Chouard a raison de dire qu'ils ne savent pas quoi répondre à mes objections. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne tient qu'un moment, mais ça va finir par exploser. C'est-à-dire que la vérité, elle a un atout, c'est qu'elle dure. La vérité, elle dure, et tous les artifices que M. Macron, sa lettre, son grand débat, ceci et ceci, tout ça, c'est de l'enfumage. La réalité, c'est que M. Macron n'a pas les manettes, était incapable, n'a pas les pouvoirs pour répondre à ce que veulent. Il y a peut-être aussi autre chose sur votre non-invitation dans les médias, c'est qu'un média aussi, c'est de l'actu, on le voit, on peut le dénoncer parce que voilà, mais c'est de l'actualité et qu'on fait de la réaction à de l'actualité et que pour ceux qui vous connaissent pas, les médias vous connaissent. Les médias vous connaissent et vous trouvent peut-être un peu monotème en disant Asselineau, il est très bon, très bon technocrate. Il maîtrise parfaitement les traités, toutes les lois, il connaît ça sur le bout des doigts, et c'est vrai que les journalistes le connaissent pas, parce qu'ils doivent connaître énormément de sujets, doivent surtout réagir dans l'actu, et donc une réaction d'actu, on va peut-être vous inviter pour le Brexit, parce que ça sera votre actu, mais c'est vrai on en reparlera peut-être après, mais on vous connaît pas vos prises de position sur plein d'autres sujets, et donc on invite en fonction de l'actu. Et comme votre actu c'est Frexit, l'Union Européenne, l'OTAN, c'est pas un sujet qui revient tout le temps. Alors, excusez-moi, mais là, par exemple, vous l'avez rappelé au début, actuellement, on parle beaucoup notamment de ce dossier sur les ronds-points. On a beaucoup de gilets jaunes. Vous êtes allé sur les ronds-points? Mais non, moi j'ai respecté ce qu'on dit, ce que j'ai entendu. On m'a dit les gilets jaunes ne veulent pas être récupérés, ne veulent pas avoir de politique. Donc je n'y suis pas allé. Moi j'ai donné les conseils. Tout ça c'est gratuit. Donc j'ai donné notre mouvement politique. Alors chez nous à l'UPR, on a quand même plus de 33 300 adhérents, il y en a un certain paquet parmi eux qui sont des gilets jaunes. Mais nous, donc j'ai donné ça. Vous me faites un peu sourire parce que on a voulu faire de moi et de l'UPR un parti monothème qui n'aurait qu'une seule idée à l'esprit, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Comme ce serait une espèce de folie. C'est un peu comme si on avait reproché à Charles de Gaulle, excusez-moi, d'avoir un seul thème, c'était de vouloir chasser les Allemands et mener la résistance pour chasser les Allemands. Et c'est le thème principal. Mais néanmoins, j'ai fait un programme présidentiel et il y a des vidéos qui durent 3 heures ou 4 heures, où il y a tout le programme présidentiel qui est extrêmement détaillé. Je n'ai jamais eu l'occasion de le préciser pendant l'élection présidentielle, puisque j'étais systématiquement attaqué. Je peux de vous couper. Moi, je ne maîtrise pas le sujet de l'UPR, donc je me suis penché, j'ai lu votre documentation, et dès le départ, vous présentez l'UPR comme l'UPR rassemble les Français au-dessus du clivage droite-gauche, et vous posez des questions pour répondre aux contre-arguments, pour argumenter.
Et sur la question, est-ce qu'il pourrait y avoir d'éventuelles alliances? Oui, mais sous plusieurs conditions. Vous dites la première, d'accepter l'idée qu'il faille hiérarchiser les priorités en refusant tout débat clivant sur les sujets de sociétaux et que le sujet impératif, c'est qu'on quitte l'Europe. Donc vous-même, vous enfermez là-dedans dans votre présentation. Non, ça c'est notre charte. Et c'est ce qui fait qu'en effet, nous avons chez nous, en fait, la sociologie de l'UPR, je suis désolé de le dire, mais elle est très proche de la sociologie de la France entière et donc de celle des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, c'est pas, comme je l'ai dit, une amicale d'amateurs de cigares. De l'Europe, est-ce que vous n'êtes pas proche du Front National Mais le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne, je l'ai déjà dit. De cela. Non, mais vous dites que vous êtes monotème, moi je vous dis oui, mais parce que c'est ce que dans votre présentation, vous dites ça. Parce que c'est la charte. Mais regardez le programme. Dans le programme, il y a tout un programme détaillé. Et puisqu'on parlait des questions d'immigration, je rappelle que dans mon programme présidentiel de l'année dernière, j'avais proposé justement 3 référendums à l'issue de débats nationaux importants, l'important sur les sujets d'immigration avec plusieurs questions posées aux Français, pas un référendum oui-non, mais un référendum détaillé avec plusieurs questions. Deuxièmement, sur la dette publique, avec un grand débat national. Et troisièmement, sur les questions concernant l'énergie et les questions d'environnement de façon générale. Quel modèle énergétique les Français veulent-ils? Quel modèle écologique? Et là aussi, un grand débat national qui se serait conclu par un grand référendum avec plusieurs questions. Donc on ne peut pas dire que je sois contre le référendum, bien au contraire, et je proposais aussi le référendum d'initiative populaire. Parce que ce qui existe, je vois pas pourquoi ce qui existe en Suisse ou en Californie ne pourrait pas exister en France. Juste 2 secondes. Très vite. Parce que, pardon, moi je lâche pas mon truc, vous dites vous voulez pas cliver sur les sujets de société. Est-ce que vous avez vu sur la consultation en ligne qui a été lancée par le CESE, suite à cette demande de RIC, la contribution qui arrive en tête, c'est celle qui propose l'abrogation du mariage pour tous. Là, c'est un sujet de société dans lequel vous ne voulez pas rentrer. Oui. C'est la proposition qui arrive en tête. Oui, parce que... Vous prenez pas position là-dessus? Non, parce que chez nous, à l'UPR, il y a à la fois des gens qui sont hostiles au mariage pour tous, et il y a à la fois des couples de même sexe. On a eu d'ailleurs des candidats, je crois, dans les Alpes de Haute-Provence, qui étaient justement mariés à des couples de même sexe. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut, vous l'avez rappelé, une hiérarchie de priorités. La France, elle est en train d'être détruite. Et quand je dis détruite, ça veut dire détruite. Autre violation de M. Macron de la Constitution, il a décidé, son gouvernement, qu'à partir de 2021, il y aurait, écoutez bien ça, une collectivité européenne d'Alsace, en fusionnant les départements, alors qu'il y a eu un référendum en 2013 où les Alsaciens, et notamment les habitants du Haut-Rhin, ont dit non. Ça veut donc dire que pourquoi il fait ça? Il s'agit de commencer à démembrer la France en grandes régions dans le cadre des eurorégions. Moi, je dis que face à ça, on doit mettre de côté les sujets les plus clivants pour se focaliser là-dessus. Et une fois qu'on aura récupéré notre souveraineté nationale, à ce moment-là, le moment historique de l'UPR, l'UPR en fait c'est le Conseil national de la résistance. On allie tout le monde pour retrouver notre souveraineté nationale, et une fois qu'on aura rendu aux Français leur souveraineté nationale, ça sera à eux d'avoir ce genre de débat. On reparle avec François Asselineau dans un instant du programme de l'UPR, le mouvement que vous présidez. Restez avec nous sur Sud Radio. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux également. Vous êtes très nombreux. Continuez à nous suivre. À tout de suite. De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche avec notre invité François Asselineau. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Donc beaucoup de questions encore à vous poser. J'aimerais revenir donc à cette actualité bien sûr des Gilets jaunes. Le 7 janvier dernier, c'était chez nos confrères de Radio Classique. L'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, a appelé, je cite, les policiers à se servir de leurs armes et a même préconisé parfois l'emploi de l'armée. Vous avez sorti un communiqué de presse très virulent puisque vous souhaitez même des poursuites à son encontre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Bah oui, ça tombe sous le coup d'un des aspects de la loi de 1881. Il y a des limites à la liberté d'expression. Ça, c'est un appel au meurtre. Alors, Monsieur Ferry a ensuite fait d'ailleurs du rétro-pédalage en disant non, il parlait d'armes non létales, c'est-à-dire qui ne tuent pas. Mais comme les forces de l'ordre utilisent déjà des armes non létales qui d'ailleurs font de graves blessés et qui d'ailleurs tuent, il y a une personne qui est morte. Quand il a dit la France a la 4e armée du monde, il faut je sais plus, il a une formule incroyable. Il faut se débarrasser de ces saloperies en parlant des Gilets jaunes. Il insiste sur les salopards des quartiers. Oui, excusez-moi.
Vous ayez une forme... C'est extrêmement grave parce que ce monsieur a été ministre et qui plus est ministre de l'Éducation et qui plus est prétend être ça peut être une stigmatisation de certains jeunes de voilà. banlieue. Donc normalement, écoutez, imaginons vous changez au lieu que ce soit monsieur Ferry, vous mettez quelqu'un d'autre et au lieu qu'ils disent ces saloperies en parlant des jeunes des banlieues que ce soit une ethnie en particulier, vous verriez le scandale. C'est parler plutôt des racailles, pardon. C'est un scandale. J'estime que si monsieur Macron voulait calmer le jeu, mais il ne veut pas calmer le jeu, il ne cesse que de jeter de l'huile sur le feu, le gouvernement aurait dû lancer des poursuites judiciaires, le parquet aurait dû lancer des poursuites judiciaires contre monsieur Ferry. Et ça n'est pas parce qu'ensuite il fait un vague rétropédalage qu'on ne lance pas des poursuites judiciaires. Je ne veux pas le défendre, mais c'est pas un vague rétropédalage. On l'avait été reçu ici, il s'est toujours prononcé pour les gilets jaunes. Après, on peut être d'accord ou pas sur les conséquences politiques qu'il en tire ou de ce qu'il veut appliquer, mais là-dessus, il a toujours dit je suis pour les gilets jaunes et il a été, moi je le crois, maladroit et il s'est expliqué en disant qu'il parlait des casseurs et des racailles. Je pense qu'il avait vu surtout cette altercation entre ce boxeur Christophe Détinger et donc ces deux CRS. Quel est votre avis là-dessus? Christophe Détinger a été mis en détention provisoire avant son procès qui aura lieu le 13 février prochain. On aimerait vous entendre là-dessus. Vous condamnez qui précisément sur cette situation? Il faut être très clair. J'ai déjà dit tout à l'heure que l'UPR condamne évidemment toutes les violences. Donc vous approuvez cette mise en détention provisoire de Christophe Détinger? Bon, ce qu'il a fait n'est pas bien. On me dit, je ne sais pas si c'est vrai, on me dit que ça aurait commencé, qu'on a vu que la fin de l'altercation, et qu'il y aurait eu une altercation au début, et qui est qu'une des forces de l'ordre aurait traîné par terre ou malmené une femme avec un enfant et qui se serait justement interposé à ça. Donc vous savez qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, comme dit le vieux proverbe français. Il faudrait qu'il y ait une enquête judiciaire qui soit menée sur le tenant et les aboutissants de toute cette opération. Moi, ce que je vois également et ce que je trouve... Vous trouvez que la justice a été particulièrement sévère ou pas? Elle a été. Non, attendez. Moi, ce que je trouve, je suis comme, vous savez, je suis comme tous les Français. C'est-à-dire que je note avec énormément d'irritation le 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce qu'il a fait, Benalla, le 1er mai? Il a tabassé les gens. Pourquoi il n'est pas en prison? Pourquoi il a encore 2 passeports diplomatiques? Qu'est-ce que c'est que ce 2 poids 2 mesures? Benalla qui est protégé par le président de la République. On a l'impression que M. Benalla a les moyens de faire chanter le président de la République. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? C'est vrai. Donc les Français ont le sentiment que certes... Sur quoi, d'après vous, il le ferait chanter? Mais j'en sais rien, mais écoutez, demandez la vie. Écoutez ce que disent les gens. Voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un 2 poids 2 mesures là-dessus, comme sur tout le reste. Quand je vois, par exemple, Madame Schiappa qui ose demander la liste des gens qui ont contribué à la cagnotte de soutien, mais nous aimerions avoir la liste des gens qui ont contribué au financement de la campagne de M. Macron. Et il n'y a pas que nous, d'ailleurs, il y a le parquet. Parce que vous savez que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques a découvert qu'il y a 147 000 € dans les recettes de En Marche qui ne sont pas justifiées. Il y a eu un signalement au parquet. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis ? Et puis, ça me fait penser ces histoires de 2 poids 2 mesures. Quand je dis, moi, par exemple, que M. Macron n'a plus aucune marge de manœuvre parce que c'est l'Europe, on me traite de complotiste, on me traite de conspirationniste, alors que moi, j'ai tous les traités sur le nez. Mais Madame Schiappa, elle a dit que derrière les gilets jaunes, c'était les Italiens. La team Macron a dit que derrière les gilets jaunes, c'était Donald Trump. Et puis après que c'était les Russes. On a du complotisme et du conspirationnisme qui est sur l'ensemble des chaînes publiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires? Donc les Français ne supportent plus une chose, c'est le 2 poids, 2 mesures. Nous voulons rétablir une justice indépendante et qui ne pratique plus le 2 poids, 2 mesures, que la justice se fasse. Donc vous êtes aussi pour l'enquête sur ce policier dans le Sud qui est soupçonné d'avoir aussi qui avait été dégradé ou alors si j'ai bien compris, on a jeté un voile pudique d'après les informations qui sortent parce que en fait ce monsieur était un habitué d'actes de violence. Et puis c'est d'autant plus gênant qu'il a été fait chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier. Donc tout ça est quand même très embarrassant. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas un grand malaise dans l'État, il n'y aurait pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les conseillers de M. Macron, les uns après les autres, prennent la poudre d'escampette. Pourquoi est-ce qu'il y a 5-6 personnes qui sont de l'entourage le plus proche de Macron que sont allées voir ailleurs que l'herbe était plus verte? Les 5 dernières minutes, Nicolas Vidal. Monsieur Asselineau, j'insiste, mais je voudrais vraiment avoir une réponse claire, détaillée, précise, parce que ça fait débat chez les Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'il est valable, intéressant, que les Gilets jaunes présentent des candidats ou une liste aux élections européennes? Écoutez, moi, ça sera... c'est vous. Vous avez envie de leur dire, venez derrière. Exactement, c'est pour ça que je vous pose la question, justement. Écoutez, moi, ce que je vais dire, je pense que les Gilets jaunes
la grande difficulté qu'il y a avec les gilets jaunes, c'est que tout le monde peut être gilet jaune. Il suffit de se mettre... Voilà. Et d'un point de vue sociologique, je crois qu'il y a des études sociologiques qui ont été faites, qui ont montré qu'il y avait une majorité de gens de gauche, voire d'extrême gauche, mais qu'il y avait aussi des gens de droite, voire d'extrême droite. En fait, c'est le peuple français. C'est exactement ce que nous, on a à l'UPR, je vous assure. On a des gens qui viennent absolument de tous les horizons. Et moi, je pense que c'est une des difficultés. Les gens disent, oui, ils ont des revendications tous azimuts. Ben oui, parce qu'on a volé aux Français leur démocratie. Donc c'est vrai que tous les gens qui sont mécontents, vous avez des personnes aisées, vous avez des gens qui sont pauvres, vous avez des gens de droite, vous avez des gens de gauche. Vous avez, par exemple, il y a des gens de gauche qui veulent le rétablissement de l'ISF, augmenter l'impôt sur les sociétés. Vous avez des gens, les vous, à titre personnel, vous êtes au sein de l'UPR pour le rétablissement total de l'ISF ? Écoutez, ce qui n'est pas normal, c'est que je l'ai montré dans une vidéo récente, l'État a fixé un taux d'intérêt sur le livret A très inférieur au taux d'inflation, c'est-à-dire que l'État a décidé de piquer 3,6 milliards d'euros aux détenteurs des livrets A, c'est-à-dire les Français moyens, c'est-à-dire les classes populaires, et au même moment, on crée un impôt sur les sociétés qui rapporte à peu près la même chose aux gens les plus riches. Je suis désolé, c'est antisocial et c'est contraire au grand principe de la Dernière question d'Arthur de Vatrigan. Vous plaignez tout à l'heure qu'on vous accusait d'être monothème. Nous sommes 4 ans après les attentats de Charlie Hebdo. Quelle est votre position sur l'islam aujourd'hui ? Vous êtes Charlie ? Alors, sur l'islam, moi j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment lors du débat de la présidentielle, où j'avais fait rire d'ailleurs beaucoup des téléspectateurs, parce que j'avais rappelé quand même que sur Daesh et que sur le terrorisme islamiste, d'où venaient les armes de Daesh ? Qui finançait Daesh? Et j'avais répondu, j'avais expliqué qu'il fallait quand même savoir quels étaient les financements qui passaient par l'Arabie Saoudite ou par le Qatar. Mais sur l'islam, ma question c'est sur l'islam aujourd'hui. Attendez, et je m'étais tourné vers Macron en disant, il avait dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est là où je l'avais dit, de toute façon vous êtes toujours d'accord avec votre position sur l'islam. Écoutez, l'islam, moi ce qui m'agace, c'est que on dit, certains voudraient réduire l'islam au terrorisme, de même que certains voudraient réduire le catholicisme aux pédophiles. Il y a le rapport, c'est que l'islam doit être et peut être une religion comme les autres, à condition bien entendu qu'elle respecte les principes de la République. Mais qui est derrière le communautarisme ambiant? Qui est-ce qui ne cesse... Mais il y a une différence, c'est que jamais un prêtre pédophile le fait au nom de la Bible, alors que en tout cas, moi je suis pas spécialiste, mais certains, en tout cas les terroristes le font au nom du Coran et citent des versets. Oui, mais comparer les deux est un peu bizarre. On peut citer le verset que j'ai déjà cité plusieurs fois dans la sourate Al-Baqarah, qui s'appelle le verset 256, la hikraha fid din, ça veut dire nulle contrainte en religion, c'est-à-dire que vous avez évidemment, c'est comme dans la Bible, hein, vous pouvez trouver, allez lire le Lévitique ou le Deutéronome. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, jamais. Vous verrez il y a le Nouveau Testament entre temps, pardon. Merci Nicolas Vidal. On ne pourra pas poursuivre ce débat plus longtemps, en tout cas à l'antenne. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir accepté notre invitation. Merci donc Arthur et Nicolas de m'avoir accompagné. Merci au réalisateur Maxime Sénat, toutes les équipes de Sud Radio ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Très bonne semaine à tous à l'écoute de Sud Radio et à dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et puis je le rappelle, donc vous serez sans doute là pour nous écouter. Donc ce débat entre Raphaël Enthoven et Étienne Chouard, ce sera le vendredi 25 janvier de 19h à 20h ici en direct sur Sud Radio. Merci beaucoup François Asselineau. Bon après-midi, bon dimanche à l'écoute de Sud Radio. Merci. Sur ce, bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.